Bienvenue au balado L'investisseur transformé. Avez-vous l'impression qu'il y a trop d'options et d'opinions vous disant comment investir et planifier votre avenir financier? Grâce à son approche simple et directe, l'animateur Ruben Antoine de la firme Toulette Matthews et Associés vous guide à travers la complexité de l'industrie financière. Les sujets abordés dans ce balado vont transformer votre expérience d'investissement et augmenter vos chances de devenir libre financièrement pour toujours. Bonne écoute! Bonjour à tous et à toutes, ici Ruben Antoine, votre animateur du podcast L'Investisseur transformé. Aujourd'hui, nous avons un épisode très d'actualité pour vous. Comme vous savez, les élections américaines arrivent à grands pas et il y a beaucoup d'excitation, beaucoup d'anticipation dans les médias en ce moment. Donc, on le voit, les sondages, les analyses politiques et les économistes, ils nous lancent diverses prédictions sur qui va être élu, sur l'impact des élections sur nous, sur l'économie et le monde en général. Donc, plusieurs investisseurs se demandent s'il faut attendre avant d'investir leur argent ou même s'il faut vendre une partie de leur placement à cause de l'incertitude. On se demande aussi s'il y a un lien entre qui remportera l'élection et la direction des marchés financiers. Donc, pour clarifier toute cette question, je suis accompagné de ma collègue éco-animatrice Chloé. Bonjour Chloé. Bonjour Ruben. Chloé, je suis très heureux que tu te rejoignes à moi encore une autre fois sur le podcast parce que c'est ta deuxième fois, hein? Oui, donc j'ai participé au podcast l'année passée. On a fait l'épisode en novembre, je crois. On a parlé des questions à poser avant de choisir son conseiller financier. Oui, donc pour les auditeurs et auditrices qui veulent en savoir plus sur Chloé, sur son parcours, je vous invite à aller écouter justement cet épisode dont Chloé fait référence. Chloé, on fait ce podcast aujourd'hui parce qu'il y a beaucoup de stress en ce moment concernant les élections américaines. Oui. Tu sais, je regardais un récent sondage de Investopedia, le site Investopedia, puis ce sondage-là a révélé que l'élection présidentielle américaine est la principale source d'inquiétude pour les investisseurs. Wow. Plus de la moitié, 61% des investisseurs interrogés se disaient être préoccupés que l'élection présidentielle américaine ait un impact négatif sur leur portefeuille. Donc, le sondage a aussi questionné les investisseurs sur d'autres événements géopolitiques et économiques. Et juste pour comparer, Chloé, seulement 48% des répondants disaient être inquiets de l'effet d'une récession ou des conflits qu'on voit en ce moment au Moyen-Orient sur leur placement, contre 61%, comme j'ai dit tantôt, qui disaient être inquiets face aux élections. Donc, on peut voir à quel point l'élection constitue la plus grande source de nervosité en ce moment. Chloé, ma première question pour toi, c'est pourquoi tu penses que les investisseurs sont si anxieux par rapport à l'élection? Oui, bien, premièrement, si vous êtes inquiet à propos de l'élection, vous n'êtes pas seul. C'est très normal de ressentir des incertitudes à l'approche de l'élection américaine parce que, comme on le sait, les médias, ils partagent beaucoup de nouvelles négatives durant la couverture des élections, puis aussi de nombreuses opinions, des prédictions qui sont émises entourant le vote. Il y a aussi les candidats à la présidence qui attirent beaucoup d'attention sur les problèmes du pays et du monde en général durant leur campagne politique. Donc, c'est pour ça que les investisseurs deviennent plus émotifs et plus pessimistes à l'approche des élections, Ruben. Oui, en effet, tu mentionnes le pessimisme durant l'année électorale. On le voit là, les investisseurs, à cause de toutes ces négativités, ils ont tendance à devenir plus conservateurs, hein? Ils se détournent en fait de leur plan d'investissement à long terme. On regardait des données analysant les marchés des placements depuis 1992 et ces données-là montraient que l'argent investi dans des fonds monétaires a tendance à grimper à environ 200 milliards de dollars durant l'année d'une élection, tandis que si on regarde l'année après l'élection, l'argent investi dans les fonds d'action cette fois, c'est ça qui est ensuite en hausse d'environ 200 milliards de dollars. Ce que ces données-là montrent, c'est que durant les années électorales, de nombreux investisseurs se dirigent massivement vers des véhicules d'investissement moins risqués, comme les fonds monétaires justement, parce qu'ils cherchent à minimiser le risque pendant la période électorale et ils attendent que l'incertitude diminue. Ensuite, après l'élection, de revenir vers des actifs plus risqués comme les actions. Donc, est-ce que selon toi, Chloé, c'est une bonne stratégie de dévier ainsi de son plan d'investissement à long terme en sortant du marché boursier pour ensuite y revenir après l'élection? Non, pas du tout. Donc, Ruben, depuis 1930, le rendement moyen de la bourse américaine au cours des 12 mois précédant le jour de l'élection a été environ 7%. Donc, sortir de la bourse pour parquer son argent en liquidité ou en fonds monétaires a tendance à réduire les rendements à long terme d'un portefeuille parce qu'on perd ce rendement-là.
Oui, puis ce rendement-là de 7% juste avant l'année électorale, c'est bien une moyenne. Donc, est-ce que la bourse baisse durant les années électorales? Bien, quand on analyse chaque année électorale depuis 1928, la bourse a généralement été positive avec 20 années de rendement positif contre seulement 4 années de rendement négatif. Puis ces 4 rares années négatives ont été causées par, premièrement, le crash de 1929, deuxièmement, la dépression de 1937-1938, ensuite l'éclatement de la bulle technologique en 2000 et finalement la crise financière de 2008. Donc, c'est tous des événements économiques qui n'ont pas de grand lien avec qui siège la Maison-Blanche. Et malgré l'incertitude politique entourant une élection présidentielle, Ruben, le marché boursier a historiquement tendance à générer une performance positive pendant les périodes de changement politique. Donc, c'est pour ça que c'est important de rester investi et de ne pas vendre ses placements. OK, Chloé, OK. Je t'écoute là, je t'entends. Tu dis qu'il ne faut pas surréagir, il ne faut pas prendre des décisions émotives avec nos placements et de rester investi, je comprends ça. Mais plusieurs analystes boursiers, des commentateurs médiatiques, des experts financiers font des prédictions. Des prédictions sur la réaction possible du marché à la hausse ou à la baisse, dépendamment de quel candidat qui va être élu. Tu sais, si ce sont des experts, ces gens-là, est-ce qu'il faut prendre ça en compte? Bien, Ruben, les médias partagent tout le temps des opinions et des prédictions d'experts, mais plusieurs exemples historiques ont démontré que les marchés peuvent réagir de manière inattendue ou même contraire à toutes les prévisions faites par ces mêmes experts. Je donne un exemple. L'une des réactions les plus inattendues s'est produite lors de l'élection présidentielle américaine de 2016. Est-ce que tu t'en rappelles, Ruben? Oui, 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 je m'en rappelle, ouais. La majorité des analystes et les sondages y prédisaient non seulement une victoire de Hillary Clinton, mais aussi que si Donald Trump remporte l'élection, les marchés allaient chuter fortement. Puis qu'est-ce qui s'est passé? Trump a gagné. Les marchés ont enregistré une hausse importante, complètement le contraire de ce qui était prédit. Ouais, j'avoue. Donc ça montre que les marchés ne sont pas toujours prévisibles. La raison étant qu'ils sont influencés par de nombreux facteurs au-delà des élections, comme les conditions économiques, politiques, monétaires et les événements géopolitiques. Donc, ces facteurs complexes rendent difficile pour quiconque de prédire avec précision la direction des marchés à l'issue d'une élection. Et c'est pour cette raison qu'il ne faut pas se fier aux prédictions dans les médias pour ces décisions de placement. OK, je comprends que les marchés sont plus influencés, comme tu as dit, par des événements géopolitiques, les conditions économiques, les politiques monétaires. C'est Chloé, on l'a vu dans les dernières années, tout l'effet de l'inflation et du cycle de hausse et de baisse des taux d'intérêt sur le marché financier. Oui. Mais on ne peut quand même pas dire que les élections n'influencent d'aucune manière les marchés financiers. Est-ce que les élections ont quelconque impact sur la bourse, Chloé? Ben, oui, les élections ont quand même un certain impact sur les marchés financiers parce que c'est des différents partis politiques qui ont des approches très différentes en matière de dépenses publiques, de système fiscal, même des régulations des entreprises. Donc, un nouveau président s'engage souvent dans des changements dans la politique économique, fiscale, réglementaire. Donc, ça peut affecter les perspectives économiques. Donc, en général, à court terme, les marchés deviennent plus volatiles durant quelques mois qui s'approchent des élections parce que les investisseurs qui tentent de prévoir l'issue et d'ajuster leur portefeuille en conséquence. Par exemple, si un candidat favorable aux entreprises semble avoir de bonnes chances à gagner, les marchés boursiers peuvent augmenter en anticipation de politiques favorables. Puis aussi, à l'inverse, si l'incertitude augmente ou si un candidat perçu comme moins favorable au marché prend de l'avance, les marchés peuvent réagir négativement. OK, mais c'est du cas par cas. Par exemple, si je continue avec ton exemple, d'un autre côté, un candidat démocrate de gauche supportant l'innovation et l'investissement pourrait être quand même bien accueilli et donc favoriser une hausse de la bourse. D'un autre côté, un candidat républicain de droite, même si c'est souvent caractérisé, tu sais, les républicains sont souvent caractérisés comme pro-business, ça pourrait contribuer à une baisse des marchés si ce candidat-là est perçu comme protectionniste. Si vous vous souvenez, la bourse avait eu un rendement négatif en 2018 alors que Trump renégociait tous les accords de libre-échange et était en guerre de tarifs douaniers avec la Chine. Donc, c'est pas évident. Et puis, la direction de la bourse n'est pas toujours claire selon que le gagnant va être un républicain ou un démocrate. Et je te répète, Chloé, les investisseurs doivent vraiment faire attention. Ils ne doivent pas se baser sur leurs affiliations politiques pour faire leurs décisions de placement.
Mais en effet, donc oui, les élections ont un effet sur les marchés financiers et peuvent créer des fluctuations à court terme, mais les réactions des marchés ne sont pas toujours rationnelles. Ils sont influencés par les émotions et les perceptions et les affiliations politiques des investisseurs aussi. Donc, ces mouvements des marchés à court terme ne reflètent pas nécessairement les perspectives économiques à long terme. Oui, et c'est pour ça qu'on dit que ajuster son portefeuille en réponse de ces mouvements peut entraîner des pertes si les marchés se stabilisent ou si les réactions initiales étaient exagérées. Donc, Chloé, comme dernière question, j'aimerais revenir sur le point qu'on vient de toucher concernant l'élection soit d'un président républicain ou d'un démocrate. On le voit là, avec toutes les discussions autour de Kamala et Trump. Les démocrates ont tendance à être souvent associés à des politiques économiques axées sur la redistribution de richesses, sur la réglementation plus stricte des entreprises ou des dépenses publiques plus élevées. Donc, ces politiques-là, en général, peuvent être perçues par certains investisseurs comme moins favorables au marché, notamment si ça vient augmenter les coûts pour les entreprises et donc réduire leurs profits. D'un autre côté, les républicains, eux, ils sont généralement associés à des politiques économiques favorables à la bourse, comme par exemple des réductions d'impôts, une déréglementation ou des mesures pro-business, qui peuvent encourager la croissance des bénéfices des entreprises et stimuler les investissements. Donc, à cause de tout ça, il y a comme une croyance populaire dans le monde de la finance et en général, je dirais que la bourse a en général mieux fait, mieux performé sous les mandats républicains. Mais dans les faits, Chloé, selon les données, nous on aime les données, là, les faits, est-ce que c'est vrai? Ben, non. Oh, C'est un mythe. tu m'as donné du suspense, tu m'as donné du suspense. Donc, c'est un mythe. Contrairement à ce que l'on pourrait croire en écoutant les plateformes électorales, ce sont sous les présidences démocrates que les marchés boursiers auraient enregistré leur meilleur rendement. Et on voit ça en regardant des données de 50 ou même sur plus de 100 ans. Aïe, aïe, tu pètes la banane de bien des gens, Chloé. Les gens qui pensent que ce sont les républicains qui sont bons pour l'économie et la bourse. Mais peux-tu m'en dire plus? Oui, par exemple, si 10 000 $ a été investi dans le S&P 500 de 1977 jusqu'en mai 2024, pendant les administrations républicaines seulement, la valeur du portefeuille serait environ 163 000 $. Puis si le même montant était investi sur la même période seulement lorsque les démocrates étaient à la Maison-Blanche, peux-tu deviner, Ruben, quelle serait la valeur du portefeuille aujourd'hui? Ben, je ne sais pas, on va dire, pour deviner, disons le double de celle des républicains, disons environ 326 000. Non, beaucoup plus. OK, OK. Donc, Combien? 10 000 $ investis de 1977 à 2024 sous les républicaines seulement serait à 163 000 $. On l'a dit hier. Mais si ce même 10 000 $ était seulement investi lors des mandats démocrates, ça serait maintenant à près de 850 000 $. Oh, wow! Donc, plus de 5 fois celle des républicains. OK, Ouais. OK, mais si on utilise une analogie de hockey, Chloé, est-ce que les démocrates avaient un avantage numérique? Ce que je veux dire par là, c'est est-ce qu'il y avait plus de... Si on regarde toute la période de 1977 à 2024, est-ce qu'il y avait plus de mandats de 4 ans démocrates que de mandats de 4 ans républicains? Non, même pas. Donc, pendant cette période, les démocrates et les républicains ont occupé la présidence pendant presque le même nombre d'années, donc environ 24 ans pour les deux. Donc, l'avantage des démocrates n'est pas lié à un facteur temporel. OK, OK, OK. Ça c'est vraiment intéressant. Mais ça, on a parlé, ça, c'est pour la bourse, que la Oui. bourse a eu tendance à mieux faire sous mandat démocrate. Mais si on parle de l'économie en général, on dit tout le temps que même si c'est lié, l'économie et la bourse, c'est quand même deux bêtes différentes. Donc, si on parle de l'économie en général, j'imagine, Chloé, que les républicains ont eu des meilleurs résultats que les démocrates, non? Non plus. Donc, OK. depuis 1945, le PIB a augmenté en moyenne de 4,1 % sous les présidents démocrates, contre seulement 2,5 % sous les républicains. Donc, c'est vraiment un mythe que les démocrates freinent la création de richesses dans la société en général. Et les données montrent que la bourse ou même l'économie se portent mieux lorsque les démocrates sont au pouvoir. OK, donc si je fais un sommaire, on a parlé du premier investisseur hypothétique qui investit juste lorsque les républicains sont élus. On a parlé d'un deuxième investisseur qui le fait juste lorsque les démocrates sont à la Maison-Blanche. Mais tu as dit plus tôt dans notre conversation que ce n'est pas une bonne décision de toute façon de sortir son argent de la bourse à cause d'une élection ou d'un changement de pouvoir.
Non. Donc, parlons d'un troisième cas, un troisième investisseur potentiel, une personne qui reste investie sur toute la période de 1977 à 2024, qu'importe si c'est les démocrates ou les républicains qui gouvernent le pays. Ça serait quoi la valeur actuelle d'un investissement initial de 10 000 pour cet investisseur-là? OK. Est-ce que tu es prêt, Ruben? Ouais, tu m'as déjà eu avec les démocrates contre les républicains, mais OK, dis-moi. 1,6 million. OK, OK. Oui, donc c'est quasiment le double de celui qui investit juste quand les démocrates sont au pouvoir. Donc, on est mieux servi en restant investi et conserver nos placements autant sous les administrations démocrates que républicaines. OK, OK. Puis je pense que c'est un peu ça le point le plus important à retenir, hein. C'est ce qu'on veut, le message aux investisseurs, c'est mettez vos affiliations politiques de côté. On a le droit chacun là, d'avoir nos valeurs politiques et qui qu'on supporte, mais il faut mettre ça de côté lorsqu'on parle de placement. Il faut laisser l'argent investi. Oui, exactement. OK, donc Chloé, comme tu le sais, j'ai vraiment aimé parler de ça parce que j'aime déboulonner des mythes sur ce podcast. Donc, je suis vraiment content que tu aies adressé cette fausse croyance populaire que les républicains ont tendance à mieux faire pour la bourse et l'économie. Mais comment tu expliques, en fait, cette meilleure performance de la bourse sous la gouvernance démocrate? Est-ce qu'il faut en tirer une certaine relation de cause à effet? Non, ça signifie pas qu'il y a un lien de cause à effet. Donc, ce ne sont pas nécessairement les politiques démocrates qui entraînent les rendements positifs de la bourse ou l'économie, mais plutôt le moment où ils sont élus. Qu'est-ce que tu veux dire? Les gouvernements de gauche ont plus de chances d'être élus en période de crise financière, de chômage élevé et même de récession, parce que c'est durant ces moments-là que les gens ont besoin d'aide financière et de soutien social de la part de leur gouvernement. OK, OK. Mais ça fait bien du sens ce que tu dis parce que moi, je me rappelle que George Bush, justement, a justement perdu face à Obama en 2008. Puis on le sait tout, 2008, c'était pendant la grande crise financière. Oui. Puis avant ça aussi, il y a eu Bill Clinton hein, qui a été élu en 1992, juste après la récession de 1991. Oui, exactement. Puis même si tu remontes dans le temps pour d'autres exemples, il y a aussi quand le président républicain Hoover a perdu l'élection face au démocrate Franklin Roosevelt, juste après le crash de 1929. Il y a aussi Kennedy qui a été élu en 1960 pendant la récession de 1961. Et là, finalement, il y a aussi Jimmy Carter qui a été élu en 1976, juste après la récession du milieu des années 70. OK, donc ton point, c'est que les démocrates ne sont pas nécessairement la raison de la bonne performance de la bourse, mais c'est plus que comme les démocrates sont souvent élus lorsque l'économie et les marchés boursiers sont à leur plus bas, c'est un peu normal que la reprise économique et le rebond des marchés boursiers qui suit a lieu durant leur mandat. Donc, ce que je comprends, c'est que c'est juste en fait que les démocrates sont élus au bon moment quand tout va mal, juste avant que tout aille mieux. Bien, tout à fait. C'est vraiment toute une question de timing. OK, OK. C'est fascinant quand même. C'est vraiment fascinant. Bon, je pense qu'on va conclure l'épisode, Chloé. Et pour faire un sommaire de tout ce que tu as partagé, en résumé, ce que je retiens, c'est que si les investisseurs sont anxieux et se demandent si les marchés vont monter ou descendre en fonction de l'élection présidentielle, premièrement, c'est très compréhensible d'avoir des inquiétudes. Mais en ce qui concerne leur portefeuille, l'histoire montre que les élections n'ont généralement pas d'impact significatif et que la bourse continue de performer, qu'importe le parti qui contrôle la Maison-Blanche. Je pense que les investisseurs doivent se rappeler qu'à la base, là, ils investissent dans des compagnies, des entreprises qui font des profits et non dans un parti politique. Donc, en restant investis à travers tous les mandats présidentiels, c'est comme ça qu'on bénéficie de tous les effets merveilleux de la hausse des marchés financiers à long terme. Toi, Chloé, vu que tu as été la personne qui nous a drivé dans le podcast, est-ce que tu as un mot de la fin, une leçon finale à tirer? Oui, donc pour finir, je rappelle que les élections ont bien un impact sur la bourse, mais il y a des éléments, comme on l'a dit avant, comme la politique monétaire, les taux d'intérêt, les innovations technologiques, même les tendances démographiques, qui ont souvent un impact bien plus important sur les performances à long terme des marchés boursiers. Donc, la volatilité à court terme n'est souvent que temporaire et c'est pour ça qu'il faut éviter les décisions impulsives basées sur des spéculations. Puis, comme tu l'as dit, Ruben, il faut garder le cap dans notre stratégie d'investissement car les entreprises dans notre portefeuille continueront de prospérer indépendamment des changements politiques. Exact, Chloé. Donc, je te remercie, Chloé, pour cette conversation et je remercie à l'audience pour votre écoute. Si vous avez aimé cet épisode,
Comme toujours, on vous demande de ne pas hésiter à le partager à votre entourage et je vous prie de bien vouloir nous laisser 5 étoiles sur Apple Podcasts et Spotify, car cela va vraiment aider à d'autres personnes à découvrir ce podcast. Merci d'avance et à la prochaine. Vous venez d'écouter L'Investisseur transformé, animé par Ruben Antoine. Veuillez visiter le site web tma-invest.com pour vous abonner au balado, demander une copie gratuite du livre L'Investisseur transformé et pour en savoir plus sur la façon dont notre firme aide les investisseurs à atteindre leurs objectifs financiers. Merci. Les investissements et stratégies financières doivent être évalués en fonction de vos objectifs personnels. Les auditeurs doivent alors effectuer leurs propres recherches et consulter un conseiller dans le domaine avant de prendre des décisions sur leur placement et finances personnelles avec les informations fournies dans ce balado.